Chères téléspectatrices, téléspectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver une seconde fois en direct de la ville de Conakry, en Guinée, un pays où se déroulera le 11 octobre prochain une élection présidentielle majeure. Alors pour rappel, il y a 8 candidats qui briguent la magistrature suprême, le président sortant, un certain nombre de candidats ténors de l'opposition qui se sont d'ailleurs déjà présentés aux élections présidentielles précédentes, une femme et de nouveaux venus. Merci Marie-Angèle. Bienvenue une fois de plus des débats sur la campagne que nous faisons vivre en direct de Conakry tous les soirs à 20h GMT et c'est à partir de l'hôtel Riviera Royal. Alors, lors de nos précédents débats, il était question du processus électoral en cours en Guinée, mais également des enjeux du scrutin. Et lors de cette émission, nous allons nous focaliser sur les réformes institutionnelles, les réformes économiques en Guinée. Marie-Angèle, 4 invités qui sont présents sur le plateau qui représentent bien sûr leur formation politique. Nous avons M. Nouriba Fiak Collier, qui est le chargé de la communication de l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement, et qui représente un candidat, M. Gandhi Faragé Georges Tunkara. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. D'abord, je voudrais rectifier, c'est Moriba, s'il vous plaît. Voilà, Moriba. Voilà. Merci, excusez-moi, Moriba. Juste à côté de vous, nous avons monsieur Albert Damatan Camara, qui est le porte-parole du candidat du Rassemblement pour la Guinée, le parti au pouvoir. Et ce candidat-là, c'est bien sûr le président sortant, monsieur Alpha Condé. Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons monsieur Ibrahima Sori Makanera, qui est le membre du bureau exécutif de l'Union des forces républicaines de monsieur Sidia Touré. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et enfin, nous avons Amadou Diallo, maître, député de l'Union des forces démocratiques de Guinée, qui représente le candidat Cellou Dalein Diallo. Bonsoir, monsieur. On n'a de cesse de le répéter, mais vous aussi également, chers téléspectateurs, vous faites partie de ce débat. Pour cela, nous avons créé une adresse email, l'adresse suivante, guinée2015@africa24tv.com. Vous allez suivre les débats qui vont se dérouler sur ce plateau et vous aurez la possibilité, effectivement, tout au long de ces débats, de nous envoyer vos réactions, vos questions. Et en fin d'émission, dans la partie consacrée au débriefing, nous lirons ces réactions en direct et nous en discuterons avec les personnes qui seront présentes sur ce plateau. Les autorités guinéennes qui souhaitent rendre le pays émergent à l'horizon 2025, alors pour atteindre l'objectif, il y a des réformes qui ont été engagées dans le domaine politique et économique et depuis l'arrivée du président Condé en 2010 au pouvoir. Elles visent toutes ces réformes-là à améliorer la gouvernance et à ancrer irrémédiablement la construction d'un état de droit. Différentes institutions ont été mises en place à cette fin-là. Reste à savoir si les résultats sont aujourd'hui au rendez-vous. On va suivre ce reportage de Birama Saounera et de Djibril Fofana. L'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir en novembre 2010 a amorcé le virage démocratique de la Guinée. Dès janvier 2011, un vaste programme de réforme des institutions et de modernisation de la fonction publique est lancé. Celui-ci s'est matérialisé par la mise en place du Conseil constitutionnel, de la Haute Cour de justice, la Haute Autorité de la communication, la Cour des comptes et l'Institut national de développement des droits humains. Je pense qu'il faut se féliciter de la mise en place des institutions à l'image des autres pays qui n'existaient pas avant. Ensuite, c'est le respect même du contenu de notre Constitution. Parce que c'est avec cette Constitution, on est parti aux élections présidentielles, on est parti aux élections législatives. Donc, la mise en place de certaines institutions aujourd'hui, je pense qu'il faut s'en féliciter, c'est une bonne chose, et qu'on mette tous les moyens possibles à la disposition de ces institutions. Du point de vue de la réforme du système judiciaire, il y a eu des premières. Depuis la Constitution de 1990, il était prévu que le statut particulier de la magistrature devait être défini et qu'il devait être mis en place un Conseil supérieur de la magistrature qui devait décider de la carrière des magistrats. Mais ce n'est que tout dernièrement, avec l'avènement de l'actuel ministre de la Justice, que le Conseil supérieur de la magistrature a été mis en place et qu'un plaidoyer très important a été engagé auprès des autorités gouvernementales pour l'amélioration du traitement des magistrats.
L'option politique de consolidation de l'état des droits et d'amélioration de la gestion des finances publiques s'est traduite aussi par des performances macroéconomiques satisfaisantes. Pour preuve, l'atteinte dès 2012 du point d'achèvement de l'initiative PPTE avec une réduction des dettes de près de 2 milliards de dollars. Le président qui avait pris donc la Guinée dans les profondeurs de la faillite, c'est comme il l'a tiré d'un trou pour la remettre à niveau zéro. Et donc, il a pu, par l'unicité des caisses, maîtriser les dépenses publiques et en même temps les recettes. Et depuis, la Guinée donc a pu s'engager au niveau de la croissance économique. S'il est vrai que l'ancrage institutionnel de la Guinée s'est considérablement renforcé au cours du quinquennat du professeur Alpha Condé, il n'en demeure pas moins que d'autres chantiers restent entiers, notamment celui de la réconciliation nationale. Gageons que l'accord politique paraphé par les différents acteurs le 20 août 2015 sonnera le tocsin de la pacification du climat sociopolitique. Monsieur Camara, nous allons débuter avec l'armée, qui était considérée par certains en 2009 comme étant une armée parfois corrompue, une armée avec plus de gradés que de soldats, d'hommes, en tout cas 26 000 hommes et au total 15 000 gradés. Une armée par exemple qui avait une moyenne d'âge assez élevée, 42 ans, et qui a géré effectivement la vie politique de la Guinée depuis un certain temps. Est-ce que vous trouvez que l'armée a été correctement réformée? Est-ce qu'on peut en attendre plus que ce qui a déjà été fait? Il est évident qu'on souhaite aller plus loin que ce que nous avons déjà fait, notamment mettre en place la réforme du secteur de la sécurité, mettre en place une politique de défense nationale et une loi de programmation militaire, ce qui n'avait jamais été fait dans ce pays. Adopter le statut des forces de défense et sécurité, armée, gendarmerie, police. Là aussi, ça n'existait pas dans ce pays depuis que ces corps-là existaient. Et aussi, j'ai pas envie d'utiliser le mot nettoyer, mais quand même mettre près de 4000 militaires à la retraite, ce qui a fait penser à certains que le président prenait des risques, mais c'était une mesure nécessaire pour rendre crédibles les réformes qui étaient en jeu. Donc je pense qu'effectivement, beaucoup de choses ont été faites, il faut les consolider et puis aller plus loin, par exemple en faisant de telle sorte que l'armée soit une armée professionnelle de développement. On a commencé à réactiver le génie militaire, il faut aller plus loin pour permettre à cette armée de se sentir utile dans la phase de développement de notre pays. Monsieur Diallo, comment est-ce que vous avez pu apprécier les efforts qui ont été faits par le gouvernement pour essayer de professionnaliser l'armée? 4000 militaires mis en retraite. Bon, merci. Je dirais que sur le plan strictement législatif, c'est vrai qu'il y a eu des efforts qui ont été fournis parce que pendant le Parlement de transition, au temps du CNT, le Conseil national de transition, un certain nombre de textes de loi ont été adoptés, notamment le Code de justice militaire, le statut général de l'armée, le statut particulier des officiers et des sous-officiers de l'armée, et en même temps le statut spécial de la police et de la protection civile. Également, dans le cadre de la réforme, c'est vrai que les effectifs ont été revus. On avait ceux qui devaient aller à la retraite ont été mis à la retraite, tout cela c'est bien. Mais concrètement, sur le terrain, dans le cadre des missions d'ordre qui sont assurées, on n'a pas senti une évolution de cette réforme au niveau des citoyens. C'est-à-dire que l'armée a toujours continué à tirer à balles réelles sur les manifestants. Or, on sait que, normalement, dans le cadre du maintien de l'ordre, il y a un certain nombre d'armes conventionnelles qui peuvent être utilisées, pas d'armes létales. Or, ici, on sait qu'il y a quelque temps aussi une loi a été votée lors de la dernière session de loi qui autorise les forces de défense et de sécurité à tirer à balles réelles sur les manifestants. Ça, je pense que c'est des lois scélérates qui méritent d'être revues. Un autre point, nous devons, je pense, tous fournir des efforts pour, comme l'a dit M. le ministre, pour rendre notre armée professionnelle, mais en même temps pour la rendre républicaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Républicaine, ça veut dire que dans l'armée, l'armée ne doit pas s'identifier à une communauté, à une ethnie. Le recrutement doit se faire de manière à ce que toutes les communautés nationales... Ce n'est pas le cas actuellement? Ce n'est pas le cas. Se retrouvent dans les institutions. Depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir, beaucoup de militaires ont été recrutés. Ils ont été formés à l'extérieur et ce recrutement n'a pas été fait dans la transparence. C'est des gens de la même communauté qui ont été formés là-bas. Donc, nous, de l'opposition, nous pensons que nous devons tous fournir des efforts
pour que nos institutions, notre armée nationale, qui est une institution républicaine, qui est un service public régalien de l'État, reflète l'ensemble des communautés, qu'elle soit la composante nationale, en tout cas de toutes les communautés nationales. C'est ce que nous souhaitons et c'est ce que nous entendons faire si nous sommes au pouvoir. Monsieur Makanera, avez-vous également fait ce même constat lié au recrutement ethnique au sein de l'armée? Et surtout, avez-vous l'impression que l'armée a su revenir à son rôle initial ou alors qu'elle continue d'exercer une forme d'influence en coulisses en Guinée? D'abord, moi, contrairement à ce que dit Monsieur le ministre, pour moi, l'armée n'a pas été réformée, mais déformée. Ah. C'est très important ce que je vous dis, ça se constate. Vous savez, on a bien sûr, il a évité le mot nettoyage, mais moi je le dis, il y a eu nettoyage dans l'armée. Nous savons tous dans quelle base. La base ethnique n'est pas étrangère dans ça. Mais pourquoi j'ai dit déformée? Aujourd'hui, l'armée guinéenne comporte deux types d'hommes et de femmes. C'est-à-dire, vous avez l'armée en tenue, mais vous avez les donzos aussi. D'ailleurs, lorsque notre candidat faisait sa tournée à l'intérieur du pays, combien de barrages étaient tenus par des hommes armés en habits traditionnels donzo? Aujourd'hui, la situation de l'armée guinéenne est beaucoup plus grave que ce qu'on a connu jusqu'ici, parce que vous avez des hommes porteurs d'armes non identifiés. D'ailleurs, ils sont là à Conakry, tout le monde le sait. Si on dit ça progresse, je me demande dans quel sens. Est-ce qu'on peut trouver qu'en 2015, la situation est pire qu'avant 2009, par exemple? On peut circuler librement dans Conakry sans être arrêté. Il est de notoriété publique et même reconnu à l'échelle internationale que la situation sécuritaire s'est tout de même améliorée en Guinée. La circulation, par exemple, des armes légères ou encore la lutte contre le grand banditisme, ce sont des choses qui se sont passées en l'espace de 5 ans en Guinée. Attention, je pense que ceux qui sont à l'extérieur et qui s'adressent à nous très souvent se trompent lourdement. Ils ont toujours présenté des choses sous leur meilleur jour, alors que c'est absolument faux. C'est même ceux qui sont qualifiés de communauté internationale nous disaient que tout était fait, tout était avancé pour le processus électoral, alors qu'à 4 jours encore de l'élection présidentielle, les gens n'ont pas leur carte, la CENI et l'administration, dont le professeur Alpha Condé est le garant du bon fonctionnement. Je voulais, permettez-moi de dire ça, on dit que la CENI est une autorité administrative indépendante. Oui, mais indépendante par rapport aux autres institutions. Attention et non pas par rapport du débat, Si on peut revenir à l'armée, voilà. Alors, pas par rapport à la loi, alors c'est à leur compte. C'est que les gens qu'on qualifie de communauté internationale nous disent combien d'assassinats ciblés on a constaté ici. C'est des choses qu'on ne voyait pas avant. Au Sénégal, au Burkina, partout, on manifeste sur le fondement de la Constitution. Nous, l'opposition, nous avons laissé 60 morts et des blessés, des handicapés à vie. Si on dit que la situation s'est améliorée, je me demande quelle amélioration on nous parle. Alors, monsieur Moriba Collier, il y a quand même un code de justice militaire qui a été adopté il n'y a pas très longtemps, c'était le 23 mai 2015. Est-ce que vous avez l'impression que cela peut régler le problème de l'impunité au niveau des militaires qui ont peut-être l'habitude de sévir sur les civils? Bon, en fait, d'abord, je voudrais dire que beaucoup a été dit, beaucoup n'a pas été fait. Vous savez, en parlant effectivement de la réforme de l'armée, c'est vrai, vous parlez du code de justice militaire, effectivement, mais qui ne répond pas, qui ne respecte pas les standards internationaux en la matière. C'est pourquoi d'ailleurs son application, pour le moment, ça fait défaut. Vous avez des nous-chambres qui sont encore en prison parce que pour le moment, on est en train de les nettoyer. C'est vrai. Il faut dire la vérité aux Guinéens. Aujourd'hui, c'est vrai, vous savez, les 5 ans à venir, ça ne va pas être le vote qu'on va faire le 11 octobre, ça ne va pas être un vote d'humeur, ça va être un vote pour 5 ans. D'accord? Il faudrait qu'à l'issue de ce débat, que les Guinéens qui nous suivent se fassent une idée effectivement des candidats pour lesquels ils vont voter. C'est important. Alors moi, pour la réforme de l'armée, lui, je lui ai dit quoi? Et comme le disait monsieur le ministre, il est important qu'on ait une armée de métiers. Une armée professionnelle qui va travailler dans le domaine de l'agriculture, qui va travailler par exemple dans le domaine des routes, etc. etc. Aujourd'hui, nous avons une armée qui est désordonnée, parce que pour le professeur Alpha Condé, la réforme consiste à faire quoi? À disperser effectivement les militaires, vous savez, les envoyer effectivement au niveau des frontières, surtout les militaires qui ne sont pas favorables au chef de l'État, il les a envoyés à l'intérieur du pays. C'est extrêmement important. Pour lui, peut-être que si ces gens-là sont là, ça va occasionner un autre coup d'État. Donc il faut les envoyer à l'intérieur du pays, c'est cela. Alors que nous, on s'attendait plutôt qu'il y ait quoi? Qu'on caserne les militaires, que les militaires reçoivent des formations de façon régulière. Mais ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, c'est plutôt
et des militaires qui sont favorables au camp, qui sont formés, qui sont envoyés ça et là, qui vont au Maroc, qui vont un peu partout et qui reçoivent des formations, alors que le reste des militaires et ceux-là, les autres militaires sont abandonnés à eux-mêmes. Donc c'est voilà la situation qu'on est en train de vivre actuellement. Monsieur Camara, vous avez certainement des réactions, des précisions à apporter à tout ce qu'on a pu entendre, hein, armée désordonnée, dispersée, éloignée de la base, des dozos toujours en activité, des tirs à balles réelles sur la population. Qu'avez-vous à répondre à tout cela avant qu'on parle de la réforme judiciaire? Voilà, alors sur la réforme du secteur de la sécurité, je reviendrai sur la qualité de ce qui a été fait. Je renverrai chacun aux différentes appréciations qui ont été faites à ceux qui nous appuient et qui témoignent que la réforme du secteur de la sécurité en Guinée est l'une des plus abouties et un exemple pour l'ensemble de la sous-région. Par contre, il y a des choses que je ne peux pas laisser dire et c'est dommage qu'on se laisse aller à ce genre de choses. Quand vous dites que l'armée tire sur les manifestants, vous savez très bien que l'armée ne participe plus, depuis qu'Alpha Condé est là, au maintien de l'ordre lorsqu'il y a des manifestations. Chaque fois qu'il y a une manifestation, un ordre est donné à toutes les unités de rester casernées. L'armée ne participe plus jamais au maintien de l'ordre. C'est le rôle de la police? C'est la police et la gendarmerie, ce qui n'était pas le cas quand, par exemple, M. Cellou Dalein Diallo était Premier ministre, où je peux vous sortir des rapports de l'OGDH, on a vu tout à l'heure M. Gadiri, et qui faisait état de tirs à balles réelles sur des manifestants pacifiques. Je ne veux pas régler de compte par rapport à l'appréciation que vous faites du maintien de l'ordre. Je ne pense pas que ce soit le but de l'émission. Je veux simplement vous dire qu'il faut éviter d'utiliser des raccourcis si on veut vraiment toucher l'objectif, faire de notre armée une armée de métier. Aujourd'hui, vous parlez d'une loi sur le maintien de l'ordre. Pourquoi, à l'époque où M. Cellou Dalein Diallo était Premier ministre, ou M. Sidia Touré, il n'y a pas eu une loi sur le maintien de l'ordre? Cette loi limite l'utilisation des armes. Ça n'existait pas avant. Cette loi, par rapport à ce qui se passait avant, exige qu'il y ait un rapport lorsqu'il y a un tir, pas lorsqu'il y a un blessé, lorsqu'il y a un tir, qu'on tire, on doit faire un rapport. Je pense que cette loi est une avancée et ceux justement qui ont été des victimes de ces manifestations pourront en témoigner en espérant que nous n'ayons plus affaire à ces manifestants. Par contre, il faut équilibrer les choses. Quand un leader de l'opposition demande à des gamins de 15 ans et de 16 ans, est-ce que vous êtes prêts à mourir? Je pense qu'il faut également soulever ce genre de choses-là et éviter de faire un amalgame. Ça ne sert à rien, on est là pour faire avancer les choses. Déjà à Maître Amadou Diallo. Mais Maître, je sais que vous voulez. On ne va pas engager la polémique, mais je dirais juste ces mots. Rapidement, parce que... Quand je parlais de l'armée ici, on est en train de parler de la réforme du secteur de la sécurité. Donc c'est y compris l'armée, la gendarmerie et la police. Donc c'est dans ce sens qu'il faut comprendre ce que je dis. D'accord, Maître. Je sais très bien la différence voilà. l'armée, la police... On vous a compris, hein, Maître. Alors, merci. Monsieur le ministre, on va revenir. Maître Diallo, il y a eu une session de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Vous êtes député, hein, ça il faut le rappeler. On a soulevé la question à l'Assemblée ce matin sur la mise en place de la Haute Cour de justice, n'est-ce pas? Voilà, mais alors cette haute cour de justice est quand même chargée de juger les membres du gouvernement et autres. Elle n'est toujours pas mise en place. Oui, et justement, ça fait partie, c'est une des nombreuses défaillances de la gouvernance du professeur Alpha Condé. C'est-à-dire que vous savez qu'une nouvelle constitution a été adoptée en 2010. Cette constitution avait prévu un certain nombre de nouvelles institutions, dont la Cour constitutionnelle, l'Institution nationale des droits humains, INDH, la Cour des comptes, le Haut Conseil des collectivités locales. Ces institutions n'existaient pas avant. Elles ont été créées par la nouvelle constitution. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que le professeur Alpha Condé est là? Ces institutions n'ont pas été mises en place dans les délais constitutionnels. Il était écrit noir sur blanc dans les dispositions transitoires de la Constitution, article 155, que les nouvelles institutions doivent être installées 6 mois après l'installation de l'Assemblée nationale. Notre Assemblée nationale a été installée en janvier 2014. Nous sommes aujourd'hui en 2015 et jusqu'à présent la Haute Cour de justice en cours n'est pas installée, la Cour des comptes n'est pas installée. Pourquoi la Haute Cour de justice? Nous savons que la Haute Cour de justice est chargée de juger le président de la République pour haute trahison, de juger messieurs les ministres, les membres du gouvernement pour crimes et délits, notamment pour des délits économiques, le détournement du deniers publics. Mais puisqu'ils bénéficient d'un privilège de juridiction, ils ont refusé d'installer la juridiction, si bien qu'aujourd'hui un ministre guinéen qui détourne les deniers publics ne peut pas être jugé. Un ministre guinéen qui est coupable de crimes et de délits ne peut pas être jugé, tout simplement parce qu'il n'y a pas une réelle volonté politique. Donc c'est une impunité qui est garantie aujourd'hui aux membres du gouvernement. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement cette mise à jour de l'arsenal juridique guinéen n'est pas faite
et que c'est volontaire. Monsieur Makanera, est-ce que vous avez également cette impression-là, ce sentiment, alors que d'autres observateurs estiment que le pouvoir essaie de répondre aux attentes de la population et aux attentes de la société, mais qu'effectivement le contexte ne se prête pas forcément à ce que ça aille aussi vite que ce à quoi on pouvait s'attendre en Guinée? Permettez-moi un mot de dire quand même, monsieur le ministre, que le président de la République, son gouvernement et ses partisans sont victimes d'une sorte d'aveu de faiblesse sans qu'ils ne le sachent. Je vais vous le dire aujourd'hui. Ça fait 5 ans que le président de la République, M. Alpha Condé, professeur de droit, se compare aux anciens premiers ministres guinéens, alors que lui, il est président. Monsieur Damantan n'est pas sans le savoir qu'un premier ministre guinéen n'a absolument aucun pouvoir. Est-ce qu'on peut... Saïdou Fofana peut être comptable de ce que Alpha Condé fait aujourd'hui, alors qu'on sait que son rôle se limite à inaugurer les choses. Bon, deuxièmement, je vais vous dire, s'il vous plaît, lorsqu'il était Premier ministre, le poste de Premier ministre n'existait pas dans notre Constitution. Sa compétence était reposée sur la simple volonté du président Lansana Conté. Son pouvoir ne reposait sur absolument rien, mon frère. Alors, si vous pouvez dire que quelqu'un qui n'a absolument aucun pouvoir, parce que le poste n'existait pas, on lui a juste délégué, quand elle lui a délégué une partie de son pouvoir qu'il pouvait retirer. Makanera, alors, vous éloignez du débat, il était question de réforme juridique. Alors, réforme juridique, s'il y a la pagaille en Guinée, c'est ce domaine. C'est pourquoi notre pays ne peut absolument pas fonctionner. C'est la pagaille généralisée. Voilà la plaie, le cancer de notre société. Malgré la justice. Les réformes en cours. Mais il n'y a eu absolument aucune réforme. C'est-à-dire, la donc juridiction... Vous niez le fait qu'il y ait même eu des réformes en Guinée Madame, depuis 2009. Je vais quand même, avec toute la modestie que je vous dois, modeste, mais je suis quand même juriste, je vais vous dire les textes. Même les pires démocraties ont produit des jolis textes. Il faut les évaluer au niveau de leur application. La Cour suprême, désignée par notre Constitution comme étant la seule juge électorale des élections nationales, n'a pas hésité, parce que toute décision doit être motivée. Comme il n'avait pas de motif pour encore piétiner l'opposition, ils se sont déclarés, contrairement à la disposition constitutionnelle, incompétentes pour connaître des contentieux électoraux en disant que la contestation portait sur des points relevant du pénal, alors qu'ils ne sont pas, sans le savoir, que la Constitution les avait confiés, les avait demandé de tirer les conséquences électorales de ces fraudes tout en laissant les conséquences pénales aux juridictions répressives. C'est pour vous dire, c'est au sommet que c'est pourri. Promenez-vous dans les juridictions, rencontrez les Guinéens, ils vous diront, ici, la justice se rend conformément au porte-monnaie. Si vous l'avez, c'est votre avocat qui va rédiger les dispositions du jugement pour les juges. Ça, c'est connu. Monsieur Moriba Collier, l'un des points importants aussi en termes de réforme, c'est la Cour des comptes qui n'a pas été mise en place. Elle est censée veiller à l'indépendance de la bonne utilisation des fonds publics. Tout à fait. Bon. C'est important, effectivement, d'en parler parce que c'est l'argent du contribuable que l'État utilise. C'est important. Vous avez la loi de finances, lorsqu'elle est votée, c'est vrai, on l'applique, et l'exécutif, effectivement, en fait usage pour pouvoir, effectivement, répondre aux préoccupations comme on appelle, du peuple de Guinée. Mais comme vous voyez, la Cour des comptes n'est encore pas installée. Comment on peut alors vérifier la régularité, effectivement, de toutes les opérations qui sont faites? On ne peut pas. Vous comprenez? Donc ça veut dire que c'est quelque part, ça ne marche pas. Il faut que l'État, effectivement, sorte de cette lenteur-là. Vous savez, on s'est installé dans une sorte d'attentisme politique qui fait que le pays ne bouge pas. C'est-à-dire dans ce sens-là. Il faudrait que la Cour des comptes soit mise en place. Comme l'autre disait, en réalité, on n'est pas dans un état de droit. Excusez-moi. En réalité, on n'est pas dans un état de droit. Dans un état de droit, les gouvernants et les gouvernés sont soumis au droit. C'est ça un état de droit. Et ce n'est pas le cas en Guinée? Oui, ce n'est pas le cas. J'explique. Alors, vous voyez, lorsqu'on vous, aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a des juridictions qui sont là pour juger les citoyens. Mais il n'y a pas de juridiction qui s'occupe effectivement, aujourd'hui, on parle de la haute cour de justice qui devait normalement juger le chef de l'État en cas de haute trahison et les ministres de la République. D'accord? Mais cette institution judiciaire est absente. On va me parler d'état de droit dans ces conditions. Aujourd'hui, c'est cela. Ça veut dire qu'on ne fait que ressasser
et parfois on se redit. Alors effectivement, merci beaucoup. Alors on va prendre la réaction de M. Camara justement avant de clore cette partie. Alors effectivement, ce qu'on a entendu, c'est pas d'état de droit en Guinée, qu'il n'y a pas de Cour suprême véritable, la Cour des comptes n'est pas mise en place assez rapidement. Alors qu'est-ce que vous avez à répondre à tout cela? Sous la transition, c'était très clair. Toutes les institutions, les nouvelles institutions qui doivent être mises en place et qui ne le sont pas, laissent les anciennes institutions fonctionner jusqu'à ce qu'elles soient mises en place. Ça, c'est très clair. Il n'y a pas de vide juridique en Guinée. Si la Cour des comptes n'existe pas, la Chambre des comptes de la Cour suprême continue à fonctionner. Il n'existe pas un pays ou une seule constitution qui ne prévoit pas la mise en accusation du président ou des ministres. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai, nous avons retardé la mise en place de ces instances-là pour diverses raisons sur lesquelles je reviendrai. Il ne s'agit pas, comme M. Makanera l'a dit, d'avoir des institutions, il faut qu'elles soient meublées par des personnes compétentes. Et sur la Cour des comptes, nous cherchons à recruter des magistrats qui vont être formés avec la coopération française et qui permettront à cette Cour des comptes de faire effectivement son travail. Maintenant, quand on dit qu'il n'y a pas eu de réforme, il y a quand même quelque chose qui est révolutionnaire dans ce pays. Le Conseil supérieur de la magistrature existe depuis 1991. Il n'a jamais fonctionné. Aucun de ceux qui nous ont précédés, qui n'avaient aucun pouvoir, comme vous le dites, n'a fait fonctionner le Conseil supérieur de la magistrature. Seule instance habilitée à donner l'indépendance aux magistrats, à leur permettre de fonctionner. Alpha Condé, le président Alpha Condé est venu, il l'a mis en place, les magistrats ont été nommés, il a multiplié par 6 ou 7 le salaire des magistrats, il leur a donné un statut pour leur permettre d'être indépendants. Ça n'avait jamais été fait auparavant. Pour la première fois en Guinée, le président n'a fait que signer un décret nommant des magistrats sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Ils viennent de se réunir, ils ont été saisis d'une douzaine de dossiers et 9 sanctions ont été prononcées. Ça n'avait jamais été fait lorsque vos champions étaient Premier ministre. Donc je pense que quand même, il faut lui reconnaître ça. Ceci dit, je retiens avec beaucoup de satisfaction ce que vous dites, qu'un Premier ministre en Guinée n'a aucun pouvoir. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas vous prévaloir de vos résultats en tant que Premier ministre. Moriba Collier, chargé de communication de l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement. Merci à M. Albert Damantan Camara, porte-parole du candidat du Rassemblement démocratique, Rassemblement du peuple de Guinée, M. Alpha Condé. Merci à M. Ibrahim Assori Makanera, membre exécutif de l'Union des forces républicaines de Sidya Touré. Et merci M. Maître Amadou Diallo, député, et vous êtes membre de l'Union des forces démocratiques de Guinée qui présente le candidat Cellou Dalein Diallo. Alors nous allons marquer à présent quelques minutes de pause afin de pouvoir vous faire vivre cette élection présidentielle vue par nos reporters et vue surtout du terrain. Alors à tout de suite, juste après le journal de campagne. C'est dans la petite localité de Doubreka, à proximité de la ville de Conakry, que Sidya Touré, le candidat de l'UFR, l'Union des forces républicaines, a tenu sa campagne ce dimanche. Selon Sidya Touré, la croissance économique du pays est négative, le système social est défaillant. Il se veut la vraie alternative avec un projet de société basé sur les réformes économiques, offensive avec comme pour but la lutte contre la pauvreté, le travail pour tous et une agriculture compétitive et productive. Le message que je leur ai dit, c'était que 5 années, c'était suffisant, et qu'ils ont pu apprécier enfin les promesses de l'année 2010 et qu'il leur appartenait maintenant d'apporter le vrai changement dans le pays en choisissant celui d'entre les candidats qui était le mieux à même d'apporter et de la croissance et de faire en sorte que la réconciliation nationale soit au centre de nos préoccupations. Au cours de ce meeting, Sidya Touré est revenu sur le processus électoral. Il doute de la régularité du scrutin du 11 octobre. Il dit cependant être prêt grâce à la formation de ses délégués de bureau. Nous avons un processus qui est totalement vicié. Nous avons un fichier électoral qui n'est pas bon. Nous avons plus de 600 000 doublons à l'intérieur qu'on a détectés. Nous avons 554 000 inscriptions que nous considérons comme étant des mineurs inscrits. Nous avons dans la répartition des bureaux de vote avec un électeur, avec 15 électeurs, avec 5 électeurs. Et nous donnons les moyens cette fois-ci de former nos délégués de bureau de vote, de faire en sorte qu'on obtienne les résultats fiables
et que, au moment de la répartition des cartes d'électeurs, nous soyons présents partout pour qu'on ait l'argumentaire nécessaire qui va nous servir à contester fortement ces élections si elles ne sont pas conformes aux normes internationales. La solution pour la Guinée, c'est le slogan de campagne de Sédia Touré, le candidat de l'Union des forces républicaines. En 2010, il était sorti en 3e position avec un score de 13%. Il compte rassembler les mécontents de la politique sociale et économique du président sortant Alpha Condé pour parvenir au pouvoir. Les candidats à la présidentielle en Guinée sont à l'intérieur du pays pour battre campagne. Leurs directeurs de campagne se mobilisent comme cela est le cas dans la commune de Dixine qui se trouve à Conakry, la capitale. Ce sont les partisans du leader du Rassemblement du peuple de Guinée, Alpha Condé, candidat à sa propre succession, qui ont organisé un meeting ce 4 octobre. Cette année 2015, le slogan du RPG est un coup KO. Un coup KO, ce n'est pas raciste ou ethnocentriste. C'est juste pour dire que nous allons gagner en un seul coup. Et puis, le président Alpha Condé a fait avancer beaucoup de choses. Il a même construit le Fouta. Les gens qui sont là-bas ont décidé désormais de le soutenir. Alors, pourquoi pas nous qui sommes à Dixine? Nous allons le soutenir et nous savons que c'est lui qui peut construire ce pays. Nous savons ce qu'il a fait. Voyez Kaleta, voyez un pays sans électricité, c'est un pays qui est voué à l'échec. Kaleta déjà nous donne 240 mégawatts. Vous vous imaginez un peu ce qui s'est passé 50 ans. Si le professeur avait été ici pendant soit 25 ans seulement, nous aurions donné peut-être du courant à tout l'Ouest africain. Les partisans du RPG s'activent pour la réélection de leur candidat, mais ceux de l'UFDG de Cellou Dalein Diallo ne sont pas en reste. Les soutiens du principal opposant ont établi des postes de sensibilisation le long des routes. Ils privilégient aussi le porte-à-porte comme stratégie avec pour objectif d'obtenir beaucoup plus d'électeurs. Mais comme vous le constatez, nous sommes là avec nos militants engagés pour la remobilisation de l'UFDG. Pour cette campagne 2015 en Guinée, 8 candidats sont en lice. Chaque candidat promet de reconstruire le pays une fois parvenu à la tête de l'État. Le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne s'active pour l'observation de l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. C'est dans ce cadre que se tient à Conakry l'instruction des formateurs de 6000 observateurs nationaux qu'elle compte déployer sur le terrain avant, pendant et après le scrutin. Leur mission sera de suivre de près et de remonter en temps réel les informations sur le déroulement du processus électoral. Et il s'agit, à travers cette formation, de doter nos superviseurs préfectoraux et communaux des capacités pédagogiques et techniques qui leur permettent non seulement de former les observateurs dans leur préfecture, mais aussi encadrer le système de déploiement, de remontée et de traitement de l'information électorale avant, pendant et après le scrutin du 11 octobre 2015. La société civile guinéenne est l'une des parties prenantes du processus électoral en cours dans le pays, notamment à travers son implication dans les résolutions des différentes crises que le pays a traversées ces derniers temps. L'accompagnement du processus jusqu'à son aboutissement est un rôle qu'elle entend jouer pour s'assurer du bon déroulement du vote sur l'ensemble du territoire national. Ils auront pour mission de veiller à la régularité des opérations électorales, les opérations de vote le jour du scrutin. On va utiliser une application sur Android qui nous permettra instantanément d'avoir les résultats globaux des élections et de faire un système de comptage qui nous permettra d'avoir une idée sur les tendances réelles des élections. Cette formation va être démultipliée à l'intérieur du pays afin de mieux outiller les acteurs de la société civile dans le cadre de l'observation électorale. Elle est organisée en partenariat avec le Consortium pour l'observation domestique des élections CODE. Le 11 octobre 2015, les Guinéens se rendront aux urnes pour choisir entre 8 candidats celui qui présidera aux destinées du pays pour les 5 prochaines années. Parmi eux, une dame, Marie-Madeleine Djoubaté, et le président sortant, Alpha Condé. C'est à Massanta, au sud-est de la Guinée, que Lansana Kouyaté, le président du PODN, le Parti de l'Espoir pour le Développement National, a tenu son meeting. Dans cette localité, il a fustigé les choix politiques et économiques qui ont été opérés par le président sortant lors de son quinquennat. Des
Des choix qui, selon lui, n'ont pas sorti le pays du sous-développement. Il s'engage, à travers un pacte social, à améliorer l'éducation et la santé. Le pacte qui nous lie depuis 2010, nous le respecterons. Chères mères, chers pères, les conséquences, nous les connaissons tous. Prions pour l'âme des disparus, mais cette maladie a fait des morts en Afrique centrale et s'il est arrivé ici, c'est parce que notre système de santé est défaillant. Tout cela s'est produit sous la gouvernance d'Alpha Condé. Nous sommes à moins d'une semaine de la tenue du scrutin et des candidats comme Lansana Kouyaté ont parcouru la quasi-totalité du pays. Ce mercredi, ils sont tous attendus dans la Basse-Guinée, dans laquelle se trouve la capitale Conakry. C'est dans cette région que la campagne va connaître un grand tournant.